Bon, ben, bonjour à tous. Encore une fois, soyez les bienvenus. Très heureuse de vous accueillir pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Alors, on va prendre de la hauteur. On va prendre Mmh. beaucoup, beaucoup de hauteur. On va tutoyer les cimes et tutoyer la poésie également, parce qu'à titre personnel, j'ai toujours pensé que l'astrophysique et la poésie se rejoignaient de façon assez étroite. Alors, de quoi est-il question? Le héros du jour, ben, vous le savez, c'est le télescope James Webb qui a commencé sa course un 25 décembre, c'est une belle date en plus, hein, pour s'élever dans les hauteurs, un 25 décembre 2021, qui est parti de la base de Kourou. Vous le savez peut-être déjà, ce télescope est l'enfant conjoint de la NASA, également de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence canadienne, également, vous me le disiez, Alain. Et sa mission, ben, c'est de nous en dire un petit peu plus sur l'univers, de nous en dire un petit peu plus que ce que la communauté scientifique savait déjà. Et manifestement, les images qu'il a commencé à rapporter sont assez foudroyante. Donc, je vais très vite laisser la parole à notre invité. Je suis très heureuse d'accueillir Alain Reding, Merci. qui est astrophysicien et qui est responsable du planétarium du Palais de la Découverte, et également du service astronomie au sein de cette même structure. Il enseigne également à Paris 8. Il donne des conférences à la Sorbonne. Voilà, donc pour restreindre, enfin, pour résumer vraiment de façon très, 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 très courte le CV, le parcours de notre invité. Je vous laisse la parole très vite, Alain. Merci beaucoup. Dites-nous en plus sur le télescope James Webb. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là en effet pour parler du James Webb. Vous avez tous sans doute vu des images du James Webb, hein. Vous avez ici une célèbre image de la nébuleuse de la Carène. Alors, nébuleuse qui se trouve tout de même à 7500 années-lumière de notre planète, hein. Et lorsqu'on sait qu'une année-lumière correspond à environ 10 000 milliards de kilomètres, ça nous laisse tout de suite imaginer bien les distances qui nous séparent de cette nébuleuse. Et pourquoi cette nébuleuse est intéressante? Eh bien parce que c'est une véritable pouponnière d'étoiles et on pense que cette nébuleuse a des caractéristiques assez semblables avec la formation de notre système solaire. Alors nous reviendrons bien sûr sur ces images du James Webb, mais avant, je voudrais tout de même que l'on retrace ensemble l'histoire, le parcours du James Webb. Et tout commence en réalité après la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Lyman Spitzer est le premier astrophysicien à avoir l'idée d'envoyer un télescope dans l'espace. Il est d'ailleurs nommé par la NASA à la tête de la première mission spatiale, hein, les célèbres OAO, les Orbiting Astronomical Observatory. Ce sont les premiers télescopes qui sont mis en orbite. Alors, il y aura 4 télescopes qui seront développés entre 1966 et 1972. 2 seront un succès, hein, deux autres un échec. Et ces 2 télescopes seront envoyés à environ 500 km d'altitude. Aujourd'hui, en 2024, avec le James Webb, on a envoyé plus de 90 télescopes dans l'espace, mais tout a commencé en réalité, hein, en 1966. On pourrait aussi se demander, eh bien, quel est l'avantage d'envoyer un télescope dans l'espace? Les avantages sont multiples. Tout d'abord, bien entendu, dans l'espace, il n'y a pas de nuages. Donc on peut observer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis surtout, dans l'espace, on a accès à toutes les longueurs d'onde. Et là, c'est véritablement un avantage par rapport au télescope terrestre. Regardez, je vous ai mis sur ce schéma, et j'aime beaucoup ce schéma, ce diagramme, en ordonnée l'opacité, et puis en abscisse la longueur d'onde. Alors vous le savez sans doute, hein, la lumière visible n'est qu'une petite partie du spectre électromagnétique, hein. Vous avez ici eh bien, l'ensemble des longueurs d'onde du spectre électromagnétique, et regardez, la lumière visible, hein, comme vous le savez, n'est qu'une petite partie de ce spectre. On retrouve bien sûr les ultraviolets, les infrarouges, etc. Et il est par exemple, impossible d'observer sur Terre dans l'ultraviolet. Pourquoi? Eh bien parce que justement, et c'est heureux pour nous, hein, absorbe quasiment tous les rayons ultraviolets. De même,
En infrarouge, eh bien, c'est extrêmement délicat d'observer en infrarouge si nous ne sommes pas dans l'espace, hein, car l'atmosphère absorbe également une grande partie de ces longueurs d'onde. Petite exception, eh bien, les radiotélescopes, hein, les ondes radio, vous l'avez peut-être remarqué, mais tous les radiotélescopes se trouvent sur Terre. Vous n'avez aucun radiotélescope qui se trouve dans l'espace. Pourquoi? Eh bien, parce que l'atmosphère laisse passer les ondes radio. Donc véritablement, hein, l'avantage majeur d'être dans l'espace, eh bien, c'est d'avoir accès à toutes les longueurs d'onde. Autre image, je vous ai fait une comparaison ici des fenêtres d'observation des différents télescopes spatiaux. Car on entend souvent dire que le James Webb est en fait le successeur d'Hubble. Alors c'est vrai, hein, parce que Hubble a été envoyé dans l'espace en 1994, alors que le James Webb, lui, a été envoyé en 2021. Mais regardez, Hubble et Webb n'observent absolument pas dans les mêmes longueurs d'onde. Le télescope Hubble observe essentiellement dans l'ultraviolet, alors que le James Webb, lui, observe essentiellement dans l'infrarouge proche et un petit peu dans l'infrarouge moyen. Et donc ces deux télescopes, hein, n'observent pas aux mêmes longueurs d'onde. Et c'est très intéressant car avec ces observations différentes, on peut recouper différents paramètres. Et puis la technologie de ces différents télescopes n'est absolument pas la même, hein. Le télescope Hubble a un miroir d'environ 2,5 mètres de diamètre, hein, alors que regardez, le James Webb, lui, a un miroir de 6,5 mètres de diamètre. Sachez d'ailleurs, entre parenthèses, qu'Hubble observe encore, hein. Alors cela va s'arrêter dans quelques mois maintenant, hein, mais nous avons encore des observations du télescope Hubble. Petite chronologie maintenant sur le James Webb. En 1989, les premières études commencent. Et cela renforce, hein, ce que je vous disais il y a quelques minutes. Souvenez-vous, hein, le télescope Hubble a été envoyé dans l'espace en 1994. Autrement dit, avant d'envoyer le télescope Hubble, eh bien, on réfléchissait déjà à un télescope qui permettrait d'observer, non pas dans l'ultraviolet comme avec Hubble, hein, mais plutôt cette fois dans l'infrarouge. Et puis en 2004 débute la fabrication des miroirs et des instruments. À cette époque, en 2004, hein, le budget de la NASA pour cette mission spatiale est estimé à environ 100 millions de dollars. Il y aura un léger dépassement budgétaire, car la mission finale a coûté 10 milliards de dollars. Voilà. Donc la mission, bien sûr, a pris un petit peu de retard, hein, car au départ, le James Webb était prévu pour être lancé en 2012. Il n'a été lancé qu'en 2021. Hein. L'assemblage et les tests ont lieu en 2017. Et puis le 25 décembre 2021, il y a eu ce lancement, hein, ce lancement à Kourou du James Webb. Son diamètre, je vous l'ai dit, hein, le diamètre du miroir est de 6,5 mètres, ce qui lui donne une surface collectrice de 25 mètres carrés. Et puis regardez, ce sont en fait différents miroirs, hein, 18 miroirs qui ont été déployés dans l'espace. On va le voir dans quelques minutes. Hein, et ces miroirs sont en beryllium et recouverts d'une fine couche d'or. Alors rassurez-vous, ce n'est pas la fine couche d'or, hein, qui a coûté les 10 milliards de dollars, mais pourquoi on a recouvert ces miroirs de couche d'or? Eh bien parce que l'or laisse extrêmement bien passer la lumière infrarouge. Et puis derrière chaque miroir, vous avez des actionneurs pour les régler ensemble, en fait, pour les aligner correctement. Et nous avons 126 actionneurs pour le réglage des miroirs avec une précision de 10 nanomètres, hein, 10 puissance moins 9 mètres. Autre prouesse technologique absolument majeure, hein, ce bouclier thermique composé de 5 couches successives, hein, et qui permet de maintenir les instruments au froid. Car l'une des spécificités du James Webb, nous l'avons vu, c'est qu'il observe essentiellement en infrarouge. Et pour observer dans l'infrarouge, eh bien, il faut que les instruments soient au froid. Et ce bouclier thermique, hein, réussit à maintenir les instruments à une température de l'ordre de 40 Kelvin, à moins 233 degrés Celsius.
Parlons justement des instruments, hein. 3 instruments observent dans l'infrarouge proche, proche de la lumière visible en fait, hein, et puis un autre instrument, canadien d'ailleurs, observe dans l'infrarouge moyen. Et sur ces 3 instruments, hein, vous avez tout de même 2 instruments qui ont été conçus et réalisés par des laboratoires français et en particulier par le CEA, hein. NIRSPEC et dans une moindre mesure NIRCam sont de conception française, hein. Le CEA a développé et fabriqué, hein, des spectromètres extrêmement précis pour embarquer à bord du James Webb. C'est en réalité une mission internationale. Alors certes, la NASA est le maître d'œuvre de cette mission, hein, mais la NASA a fait appel aux meilleurs ingénieurs partout dans le monde et les Français, en particulier le CEA, ont remporté l'appel d'offres pour construire des spectromètres extrêmement précis sur cette mission spatiale. Alors justement, les objectifs scientifiques sont multiples, hein, du James Webb. Première mission, et c'était au départ la mission essentielle, hein, qui devait prendre 40% du temps d'observation du James Webb. Le James Webb doit observer ce que l'on appelle l'aube de l'univers, les premiers instants de l'univers. Alors, qui dit premiers instants, on est tout de même 500 millions d'années après le Big Bang. Deuxième objectif fondamental pour le James Webb, essayer de détecter des atmosphères d'exoplanètes. On sait aujourd'hui que certaines planètes sont habitables. Le James Webb va essayer et tenter de retrouver des planètes qui pourraient potentiellement être habitées. Et puis en fait, enfin, hein, le James Webb, dans une moindre mesure, étudie aussi les objets du ciel profond. Qui dit objet du ciel profond dit nébuleuse, amas, galaxie. Pourquoi? Eh bien, pour essayer de comprendre indirectement la formation de notre système solaire. Quelques éléments maintenant, quelques chiffres, hein, concernant le James Webb, maintenant qu'on a parcouru un petit peu ensemble l'histoire qui nous a amené jusqu'au lancement du James Webb. Donc, 6 dimensions, regardez, hein, 21 mètres x 14 mètres. On est approximativement sur la longueur d'un terrain de tennis. Sa masse, incroyable, hein, 6 tonnes. Sa distance, assez intéressant, hein, le James Webb se trouve en fait au niveau d'un point de Lagrange. Vous allez me dire, vous savez peut-être, mais qu'est-ce qu'un point de Lagrange? Eh bien, il y en a 5. C'est un point où l'attraction gravitationnelle du Soleil compense l'attraction gravitationnelle terrestre. Et c'est le point L2 qui a été choisi. Pourquoi? Eh bien, parce que ce point L2 se trouve dans l'obscurité et permet aux instruments du James Webb d'être toujours dans l'obscurité. Alors, c'est un point instable, c'est un point dit instable de Lagrange, hein. Donc, le James Webb, en fait, effectue une petite révolution, orbite autour de ce point L2 en environ 6 mois. Et le James Webb, là, se trouve bien sûr à 1,5 million de kilomètres de notre planète. Et il est bien sûr impossible de tenter une quelconque maintenance à cette distance. En effet, nous avons évoqué brièvement ensemble, hein, le télescope Hubble, et lorsque le télescope Hubble a été lancé, hein, en 1994, peut-être le savez-vous, mais il n'a pas tout de suite fonctionné, hein. Les ingénieurs avaient fait une petite erreur au niveau de la forme géométrique des miroirs, et le télescope Hubble était en réalité mal réglé et ne pouvait pas observer le ciel. Et il a fallu effectuer une maintenance, entre guillemets, hein, de ce télescope pour le faire fonctionner. Et cette maintenance a été possible. Pourquoi? Eh bien parce que Hubble a environ 500 km d'altitude. Là, à cette distance, à 1,5 million de kilomètres de notre planète, hein, aucune maintenance n'est réalisable. Le coût, je vous l'ai dit, hein, 10 milliards de dollars, et puis sa durée d'observation, entre 10 et 26 ans. Pourquoi? Eh bien parce qu'au départ, la NASA avait estimé la durée de vie du James Webb à 10 ans. Pourquoi? Eh bien parce que le James Webb avait pris suffisamment de réservoirs, hein, d'ergols, pour être
en fonctionnement pendant 10 ans. Hein, souvenez-vous, il orbite autour de son point de Lagrange, hein, il n'est pas sur un point exactement stable. Et les Américains avaient prévu eh bien, une petite réserve au décollage, hein, pour corriger la trajectoire du James Webb une fois. Et il se trouve que l'enlancement qui a été fait à Kourou a été absolument parfait. Le lancement par les ingénieurs d'Ariane 5 a été parfait. Ils ont été félicités chaleureusement par la NASA. Hein. Il n'y a eu besoin d'aucune réserve par rapport à ce lancement qui a eu une trajectoire parfaite. Et la conséquence de cela, eh bien, c'est que toutes les réserves qui avaient été faites pour le lancement du James Webb, eh bien, ont été gardées, n'ont pas été utilisées. Et le James Webb, qui devait observer uniquement pendant 10 ans, eh bien, va pouvoir sans doute observer pendant 26 ans. Pourquoi sans doute? Eh bien, parce qu'il y a toujours le risque que le James Webb heurte un petit caillou, hein, dans l'espace. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines de cela. Cela a d'ailleurs endommagé légèrement un des 18 miroirs. Hein. Alors, ce n'est pas très grave parce que ça n'a rien déréglé, mais il y a toujours le risque tout de même, eh bien, d'avoir dans l'espace un petit caillou qui touche le James Webb et qui abîme ces instruments. Alors là, vous le savez aussi sans doute, hein, mais la grande caractéristique de cette mission spatiale a été le déploiement de ce télescope, car Ariane 5 ne pouvait pas, eh bien, effectuer le lancement avec le télescope déployé. Il a fallu ainsi déployer le télescope et je vous ai ici indiqué, hein, les différentes phases de déploiement du télescope. Et puis, je vous ai donné une donnée en dessous, regardez. Il y avait pour cette mission 344 points de panne critique. Sur une mission plus classique, hein, vous avez environ 50 points critiques. Là, sur cette mission, il y avait 344 points de panne critique, en particulier pour le déploiement, vous l'avez compris, hein, du miroir et puis du bouclier thermique. Il y a une toute petite frayeur concernant le bouclier thermique, hein, mais au final, tout s'est bien passé et les 344 points de panne critique ont été évités. Et puis regardez, environ un mois après son lancement, hein, eh bien, le James Webb s'est retrouvé au niveau du point de Lagrange L2. Quelques mois après eh bien, son lancement, nous avons obtenu les premières images du James Webb. Donc, on constate là que eh bien, les miroirs n'étaient pas correctement alignés au départ. Hein, c'était tout à fait attendu. Il a fallu régler les actionneurs derrière les miroirs pour obtenir des images diffractées. Et on a enfin eu la première image d'étoile prise par le James Webb. Et en fait, lorsqu'on a reçu cette image, eh bien, on savait que le télescope James Webb fonctionnait et était correctement réglé. Et d'ailleurs, cette image, eh bien, est caractéristique des images prises par James Webb. En effet, vous avez ici ce qu'on appelle, regardez, une aigrette de diffraction. Hein. Pourquoi cette aigrette de diffraction? Eh bien, parce que vous avez l'ombre du support du miroir primaire qui se réfléchit ici et vous avez ainsi cette aigrette de diffraction qui est très caractéristique. Vous avez des angles de 60 degrés en réalité avec ces aigrettes de diffraction. Lorsque vous prenez le télescope Hubble, regardez, vous avez là un angle de 90 degrés au niveau des aigrettes de diffraction. Hein. Donc en observant une image sur Internet par exemple, eh bien vous savez s'il s'agit d'une image prise par le James Webb, hein, grâce à ces aigrettes de diffraction très caractéristiques. Alors justement, le James Webb nous offre des images absolument fabuleuses. Hein. Le James Webb observe très rapidement, mais le fait tout de même, hein, les planètes géantes gazeuses de notre système solaire. Nous avons ici la planète Jupiter, et puis l'anneau de la planète Jupiter qui est impossible à détecter sur Terre. Alors, nous avons aussi une très belle image de la planète Saturne avec ses magnifiques anneaux, Uranus et puis Neptune.
Et le James Webb observe les nébuleuses. Souvenez-vous, en introduction, je vous ai montré la nébuleuse de la Carène. Voici une autre nébuleuse, la nébuleuse d'Orion. C'est très certainement la nébuleuse la plus célèbre dans la communauté scientifique. Elle se nomme M42 dans le catalogue de Messier. Et cette nébuleuse est scrutée par le James Webb. Et le James Webb, là, nous a appris quelque chose que nous n'avions pas encore vu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on arrive avec le James Webb à observer plus loin qu'auparavant. On arrive à observer dans l'infrarouge des choses qu'on ne voit pas en ultraviolet ou en lumière visible. Et par exemple, regardez, le James Webb a photographié ici donc cette pouponnière d'étoiles, mais en particulier une étoile jeune dans son cocon avec le disque protoplanétaire. Et pourquoi est-ce important? Eh bien parce qu'on pense aujourd'hui que notre système solaire, donc composé d'une étoile, de 8 planètes principales et d'autres astres, mais on pense aujourd'hui que les 8 planètes principales de notre système solaire se sont formées simultanément de notre étoile. Mais on n'en a pas encore la preuve. Et on voit très bien ici, sur cette image, hein, regardez, que le disque protoplanétaire où vont se former les étoiles eh bien, est déjà là lors de la formation d'étoiles. Ça rajoute ainsi un élément sur le fait eh bien, que les planètes se forment très certainement en même temps que les étoiles dans les différents systèmes solaires. Et puis regardez cette image, moi j'aime beaucoup cette image. Je vous ai mis ici la comparaison entre Hubble, entre les images prises par Hubble et les images prises par le James Webb. Souvenez-vous, à la fin du XXe siècle, lorsqu'on a eu les premières images de Hubble, on trouvait les images absolument magnifiques. Mais lorsqu'on les compare aujourd'hui avec les images qui sont prises par le James Webb, on a l'impression que le télescope Hubble prenait presque des images floues. Et ce n'était absolument pas ce qu'on pensait lorsqu'on a reçu les premières images. Mais regardez, la différence est vraiment frappante et on observe beaucoup mieux, beaucoup plus d'astres avec le James Webb. Et vous reconnaissez ici, bien sûr, ce qu'on a vu il y a quelques minutes, les aigrettes de diffraction qu'on ne trouve pas sur le Hubble. Avec le James Webb, on a pour chaque étoile prise en premier plan eh bien, ces aigrettes de diffraction. Et la comparaison est encore plus marquante entre le Spitzer et le James Webb. Le Spitzer est un télescope qui observait dans l'infrarouge, mais il y a presque un demi-siècle, comparé aux images du James Webb dans la même région du ciel. Là, regardez, on observe véritablement beaucoup mieux et beaucoup plus d'astres avec le James Webb. Alors, nous avons également d'autres images, cette célèbre image, ce qu'on appelle les piliers de la création, qui se trouvent dans l'amas ouvert M16. Et là encore, je vous ai mis la comparaison de ces piliers de la création, les photos prises avec le télescope Hubble, et puis ici avec le James Webb. Le James Webb nous apprend également des choses que nous ne savions pas encore concernant les objets du ciel profond, dont les nébuleuses. Vous avez ici une nébuleuse planétaire. Alors, qu'est-ce qu'une nébuleuse planétaire? Il y a un petit piège. Ça n'a absolument rien à voir avec une planète. Qu'est-ce qu'une nébuleuse planétaire? C'est le résidu de la mort d'une étoile. C'est le cadavre d'une étoile comme notre étoile, une étoile pas trop massive, inférieure à 8 masses solaires. Et à la fin de sa vie, vous avez ici ce qu'on appelle une naine blanche, donc le cadavre de l'étoile, et puis du gaz qui a été éjecté et qui donne cette couleur à la nébuleuse. Et regardez, en observant la même nébuleuse avec deux instruments, NIRCam et MIRI, eh bien on voit des choses différentes. Et avec MIRI, dans l'infrarouge moyen, eh bien on s'aperçoit en fait, et nous ne le savions pas, que cette nébuleuse est en fait un système double. Il y a certes une naine blanche ici, un cadavre d'étoile, mais il y a une étoile compagnon, une autre étoile, c'est un système binaire. Et nous ne savions pas, de l'anneau, eh bien, il y avait une étoile compagnon à la naine blanche. Et donc, observer les nébuleuses avec différentes longueurs d'onde, car MIRI
observe en infrarouge moyen, alors que NIRCam, lui, observe en infrarouge proche, eh bien, nous apporte différentes informations. Vous avez ici une autre magnifique image de la nébuleuse de la Tarentule. Donc, souvenez-vous, les nébuleuses, ce sont des pouponnières d'étoiles. Et une autre image extrêmement jolie, le quintet de Stéphan. Donc, qu'est-ce que le quintet de Stéphan? Eh bien, ce sont 5 galaxies. Donc, vous en avez ici une qui n'est pas d'ailleurs dans le plan des 4 autres, mais vous en avez ici une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Et regardez, on observe ici la fusion de 2 galaxies. On a très clairement là une fusion de galaxies, ce qui provoque d'ailleurs ce que l'on appelle un bras de marée. Alors ça, nous le savions, mais on observe le quintet de Stéphan, eh bien, avec différents instruments, et l'information scientifique donnée avec ces instruments différents, eh bien, n'est pas la même. Alors, je vous ai montré ici de magnifiques images du James Webb. Mais j'attire votre attention sur une chose. Ayez toujours à l'esprit que ce sont des fausses images. La NASA est extrêmement forte pour nous faire rêver, mais ces images sont de fausses images. Pourquoi? Eh bien parce que le James Webb observe dans l'infrarouge, et l'infrarouge est inobservable à l'œil nu. Alors que fait la NASA? Et il y a 3 personnes au sein de la mission du James Webb qui sont dédiées à cette mission. Eh bien, la NASA attribue à chaque longueur d'onde une couleur. Et en fonction de la longueur d'onde qui nous arrive, bien, on lui associe donc une couleur, ce qui nous donne ces images absolument magnifiques. Mais toutes ces images sont faites en fausses couleurs. Le James Webb observe dans l'infrarouge, et l'infrarouge est inobservable à l'œil nu. J'espère que je n'ai pas gâché le plaisir de ces images, je m'en voudrais sinon. Voilà. Deuxième grande partie du James Webb qui va nous intéresser ici, eh bien, c'est tout ce qui concerne la détection d'exoplanètes. Qu'est-ce que vous le savez? C'est une planète qui gravite autour d'une autre étoile que notre étoile, le Soleil. En 1995, une équipe d'astronomes suisses à l'Observatoire de Haute-Provence a découvert la première exoplanète. La première planète gravitant autour d'une autre étoile que notre étoile, le Soleil. Il s'agit de 51 Pégase. Aujourd'hui, et nous allons le voir, on a découvert plus de 5300 exoplanètes, et on s'aperçoit que les planètes découvertes sont extrêmement diverses. Et d'ailleurs, on s'aperçoit également que lorsqu'on reporte sur un diagramme la masse des planètes découvertes et sa distance à l'étoile, regardez, on s'aperçoit tout de même que la Terre est assez isolée, en réalité, par rapport aux planètes que l'on découvre. On découvre surtout des Jupiters chauds ou des Neptunes chauds. On a découvert sur ces 5300 exoplanètes, une centaine de planètes telluriques, et parmi ces planètes telluriques, on pense qu'une trentaine de ces planètes telluriques sont habitables. Et quelle est la mission du télescope spatial James Webb? C'est de trouver une planète qui soit certes habitable, mais en plus habitée. Alors nous allons voir que le James Webb trouve des choses assez fabuleuses, mais avant cela, tout de même, on va prendre quelques minutes pour vous indiquer tout de même comment on détecte une exoplanète, car les exoplanètes sont inobservables à l'œil nu. On n'observe pas à l'œil nu une exoplanète. Donc première méthode, c'est la méthode la plus simple, vous mettez un cache devant l'étoile. C'est ce qu'on appelle un coronographe. Et cette méthode a été utilisée par Bernard Lyot au pic du Midi en 1930 pour observer la couronne solaire. Alors, il avait placé un coronographe devant le Soleil, devant le disque solaire, et cette méthode perdure, mais cette fois, les coronographes sont placés devant les étoiles, et le James Webb a embarqué des coronographes. Et bien entendu, vous pouvez observer une planète lorsque vous masquez la lumière du Soleil, si la planète est suffisamment massive. On trouve avec cette méthode essentiellement des planètes géantes. On ne trouve pas de planètes telluriques avec cette méthode.
Deuxième méthode, on va en voir que deux, hein, il en existe d'autres, mais on va en voir que deux, et on va voir que celle-ci nous intéresse, la méthode du transit. Alors c'est une méthode assez simple, en fait, c'est un peu le même phénomène qu'une éclipse. Lorsque la planète passe devant son étoile, bien entendu, vous avez une baisse de flux, vous avez une baisse de luminosité de l'étoile. Et lorsque cette baisse de flux, cette baisse de luminosité se reproduit à intervalles périodiques, après quelques vérifications, eh bien, on en déduit l'existence d'exoplanètes. Et cette méthode a permis de trouver eh bien, un système qui passionne aujourd'hui la communauté scientifique, le système TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 se trouve à 40 années-lumière de notre planète, soit 400 000 milliards de kilomètres. On est véritablement là en très proche banlieue galactique. Et ces planètes trappistes ont été découvertes par une équipe belge en 2005 et on a découvert 7 exoplanètes telluriques, 7 exoplanètes rocheuses où l'on peut théoriquement marcher. Pourquoi? Comment savons-nous que ces planètes sont telluriques? Eh bien parce qu'on connaît leur masse, on a déterminé leur densité et on peut ainsi savoir que ces planètes sont telluriques. Alors vous vous en doutez, les astronomes eh bien, se sont intéressés à la zone d'habitabilité de cette étoile. Qu'est-ce qu'une zone d'habitabilité? Donc j'ai une petite animation ici. Vous avez pour notre système solaire le Soleil, et puis regardez la Terre, qui se trouve bien sûr dans la zone d'habitabilité de son étoile. Et on constate d'ailleurs que dans notre système solaire, seule la Terre se trouve dans la zone d'habitabilité de son étoile. Mars se trouve aujourd'hui véritablement en bordure extrême de cette zone d'habitabilité. Bien entendu, si le Soleil était 2 fois plus petit, la zone d'habitabilité serait plus proche du Soleil et serait même avant la planète Mercure. Et puis, si notre étoile, le Soleil, était 2 fois plus grosse, bien entendu, la zone d'habitabilité serait bien plus loin, vers la planète Jupiter. Alors, qu'en est-il pour le système TRAPPIST-1? Eh bien, TRAPPIST-1 est composé d'une étoile, mais c'est une petite étoile, une naine rouge, environ à peine plus grosse en fait que la planète Jupiter. Alors bien plus dense que la planète Jupiter, mais à peine plus grosse que la planète Jupiter. Et regardez, en fait, la zone d'habitabilité du système TRAPPIST-1 eh bien, est largement contenue dans l'orbite de la planète Mercure. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, regardez, c'est que nous avons théoriquement 3 planètes, donc TRAPPIST 1e, TRAPPIST 1F et TRAPPIST 1G, qui se trouvent dans la zone d'habitabilité de l'étoile TRAPPIST 1. Et ça, nous le savons depuis quelques années. Et vous vous en doutez, eh bien, le James Webb tente en ce moment d'observer ce système TRAPPIST-1. Et on commence à avoir eh bien, des premiers résultats. En effet, le James Webb s'est concentré au départ pour déterminer la température de TRAPPIST-1b, la température, la planète, pardon, la plus proche de son étoile. Alors comment détermine-t-on la température de surface d'une exoplanète? Vous allez voir, je vais vous donner ici la méthode. Ce n'est pas très compliqué en expliquant comme ça. Alors bien sûr, après, c'est beaucoup plus complexe, mais je vous donne le principe général de la méthode. Souvenez-vous, lorsque la planète passe devant son étoile, vous êtes tous d'accord pour dire, nous l'avons vu, qu'il y a une baisse de flux de l'étoile, de la lumière qui arrive. Bon. Alors la planète, certes, n'émet pas de lumière, c'est la différence entre une étoile et une planète. La planète n'émet pas de lumière, mais elle réfléchit, elle diffuse la lumière qu'elle reçoit de son étoile. Donc lorsque la planète ne passe pas devant, mais cette fois passe derrière l'étoile, eh bien, vous avez, là encore, une petite baisse de luminosité qui nous arrive, car nous n'avons plus la lumière réfléchie de la planète. Et cette petite baisse de luminosité, eh bien, permet indirectement de déterminer la température de surface d'une exoplanète. Et ce sont les membres, les équipes du laboratoire du CEA qui ont
déterminer la première température de surface de TRAPPIST-1 et ils ont trouvé une température d'environ 500 Kelvin. Alors, il fait extrêmement chaud sur TRAPPIST-1, il n'y a pas de vie possible, on s'en doutait, parce que TRAPPIST-1, souvenez-vous, TRAPPIST-1b ne se trouve pas dans la zone d'habitabilité du système TRAPPIST. Mais on s'attendait plutôt à trouver une température de l'ordre de 400 Kelvin. Et les astronomes ont été assez surpris par cette valeur. Mais pourquoi a-t-on trouvé, et les valeurs ont été refaites plusieurs fois, hein, pourquoi a-t-on trouvé une valeur un peu plus importante? Eh bien parce qu'on pense aujourd'hui que ces planètes trappistes sont en rotation synchrone avec leur étoile. Et qu'est-ce qu'une rotation synchrone, hein? Eh bien la Lune, à titre de comparaison, est en rotation synchrone avec la Terre, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour autour de la Terre. Autrement dit, depuis la Terre, on voit toujours la même face lunaire. Il y a une face visible, une face cachée. Et cette rotation synchrone des planètes permettrait d'expliquer pourquoi on a trouvé une température plus élevée que ce que les modèles prévoyaient. Et vous vous en doutez, eh bien, les équipes du CEA cherchent en ce moment à déterminer non pas la température de TRAPPIST 1b, hein, ça c'est fait, mais la température des autres exoplanètes et en particulier des planètes qui se trouvent dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Alors, malheureusement, j'ai pas la donnée, hein, je sais juste, et je peux vous le partager, qu'il y a des premières mesures qui sont faites, mais c'est sous embargo total. Donc, aucune idée pour savoir si ces mesures sont correctes et si ça confirme eh bien, ce qu'on s'est dit concernant la zone d'habitabilité de l'étoile. Mais il y a en ce moment même les équipes du CEA qui travaillent pour déterminer eh bien, les températures de surface des planètes qui se trouvent dans la zone d'habitabilité. On devrait en savoir plus, je pense, dans les semaines qui arrivent. Et puis le James Webb n'observe pas que le système trappiste au niveau des exoplanètes. Le James Webb observe d'autres exoplanètes et le James Webb a par exemple observé eh bien, l'exoplanète K2-18b. Et pourquoi est-ce intéressant? Vous allez le voir. Donc cette planète, hein, c'est une planète très certainement recouverte d'eau et gorgée d'hydrogène. Mais ce qui est intéressant avec... alors, avant de vous montrer pourquoi c'est intéressant, je vais tout de même vous dire comment on détecte, comment le James Webb détecte eh bien, les composants qui se trouvent dans l'atmosphère des exoplanètes. Car, en réalité, la lumière, en passant par l'atmosphère des exoplanètes, eh bien, garde une trace de ce passage. Alors, comment le James Webb s'y prend-il? Regardez. Vous avez ici donc une étoile qui, avec un spectre, hein, eh bien, nous permet de voir les composés chimiques. Lorsque la lumière passe par l'étoile et traverse l'atmosphère, eh bien, je vous l'ai dit, hein, la lumière garde une trace de ce passage. Et pour connaître, en fait, la composition atmosphérique de la planète, eh bien, c'est la lumière de l'étoile et de la planète, moins la lumière de l'étoile seule, et ça nous donne ici eh bien, la lumière de la planète seule, et on peut ainsi en déduire eh bien, les différents éléments qui se trouvent théoriquement au niveau de cette planète. Donc la méthode est assez maintenant confirmée, et ce qui est intéressant avec cette exoplanète, un K2-18b, c'est que regardez, le James Webb a certes retrouvé du méthane, on s'y attendait, du dioxyde de carbone, on s'y attendait. Mais le James Webb a également retrouvé du diméthylsulfate. Et pourquoi est-ce intéressant? Et là, c'est très net hein, qu'on a retrouvé ici du diméthylsulfate. Et pourquoi est-ce intéressant? Eh bien parce que sur Terre, le diméthylsulfate n'est produit que par des phytoplanctons. Il n'y a pas de production naturelle de diméthylsulfate. Est-ce qu'il se passe la même chose ou pas au niveau de K2-18b? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Alors le James Webb va à nouveau observer dans les semaines qui arrivent cette exoplanète pour voir si par spectrométrie, par analyse de la lumière, hein, on retrouve ce diméthylsulfate, mais c'est la première fois eh bien, qu'on arrive
à détecter quelque chose qui n'est pas produit naturellement sur Terre. Alors, si vous le voulez bien, je répondrai ensuite à vos questions et puis j'avance comme ça dans la conférence. Alors justement, dernière partie de cette conférence, je vous l'ai dit, hein, 40% du temps d'observation du James Webb est consacré eh bien, à ce que l'on appelle l'aube de l'univers. Des petits rappels avant de voir ce que nous apprend le James Webb. Hein. Pourquoi on recherche les premières galaxies? Pourquoi on s'intéresse tant aux premières galaxies? Eh bien parce qu'à l'origine, hein, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire l'univers âgé de 380 000 ans seulement, à l'origine, l'univers est quasiment sans structure. Et donc, si l'univers est quasiment sans structure, hein, il est rempli de gaz neutres, qui, à un moment donné, a été responsable de la formation de l'univers tel que nous le connaissons. Autrement dit, comment se sont formées les premières galaxies et les premières étoiles. Et avant que le James Webb soit envoyé dans l'espace, hein, eh bien, on avait cartographié un petit peu ce que l'on attendait du James Webb. Et on espérait retrouver des étoiles un petit peu mystérieuses, hein, qu'on appelait jusqu'alors étoiles de population 3, et qui aurait été ce lien entre ce fond diffus cosmologique, l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et vous allez le voir, en fait, on se demande là si une autre explication n'est pas en réalité beaucoup plus plausible. Avant de vous parler de cette explication, un petit rappel, hein, nous sommes dans une galaxie constituée d'environ 300 milliards d'étoiles et le Soleil, notre étoile, n'occupe aucune position privilégiée. Hein. Il se trouve plutôt sur un bras extérieur de notre galaxie, à environ 30 000 années-lumière du centre galactique. Hein. Et vous le savez, le Soleil est notre étoile, tout simplement parce que le Soleil est beaucoup plus proche de nous que les autres étoiles. Hein. Le Soleil se trouve à seulement environ 8 minutes-lumière de notre planète. Et mis à part le Soleil, l'étoile ensuite la plus proche de nous, Proxima du Centaure, se trouve à environ 4 années-lumière de notre planète. Et on peut voir dans le ciel des étoiles à l'œil nu hein, qui se trouvent jusqu'à 3000 années-lumière de notre planète. Donc le Soleil, et ayons-le toujours à l'esprit, hein, est notre étoile, non pas parce qu'il occupe une place privilégiée, hein, le Soleil occupe une position tout à fait banale dans notre galaxie, c'est une étoile banale dans notre galaxie, mais le Soleil est beaucoup plus proche de nous que les autres étoiles. Et donc, je vous l'ai dit, on cherche, avec le James Webb, les galaxies les plus lointaines hein, qui ont émis leur lumière il y a plus de 13 milliards d'années, autrement dit, avant la formation de notre système solaire, hein, qui date d'environ 4,5 milliards d'années. Alors pourquoi on observe dans l'infrarouge? Je passe très rapidement sur cette partie, hein, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais vous le savez, l'univers est en expansion. Et comme l'univers est en expansion, eh bien entendu, les galaxies s'écartent au fur et à mesure les unes des autres, et à l'échelle de l'univers, eh bien, l'expansion l'emporte sur la gravitation, contrairement à notre système solaire, hein, où les astres sont beaucoup plus proches, et donc là, c'est la gravitation qui l'emporte sur l'expansion. Et la meilleure preuve de l'expansion de l'univers, hein, bien sûr, c'est le décalage vers le rouge. Et comme il y a ce décalage vers le rouge, eh bien, on doit nécessairement observer dans la longueur d'onde rouge ou encore mieux en infrarouge pour observer eh bien, les galaxies les plus lointaines. Et pour gagner encore plus de lumière, eh bien, on regarde en fait des galaxies extrêmement lointaines, mais à travers des amas de galaxies. Alors vous avez ici cette image hein, du James Webb. Il faut environ 12 heures en temps de pause hein, au James Webb pour prendre cette image. Donc regardez, vous avez là les étoiles au premier plan, et puis ensuite vous avez des galaxies, et puis ce qu'on va voir dans quelques minutes, hein, ce qu'on appelle des arcs galactiques, ici, qui sont en réalité identiques. Et on arrive, en observant dans ces régions extrêmement denses
à galaxies, hein, a identifié les toutes premières galaxies. Et le James Webb a observé, et les spectres nous le montrent, hein, des galaxies qui ont émis leur lumière il y a 13,3 milliards d'années, autrement dit 500 millions d'années après le Big Bang. On est donc rassuré sur ce point, le James Webb observe des galaxies qui ont émis leur lumière il y a plus de 13 milliards d'années. Et ce décalage vers le rouge, hein, ce redshift, eh bien, nous permet d'en être certains. Alors, juste une petite parenthèse avant de continuer. Hein. Vous avez ici ce qu'on appelle des arcs galactiques. Hein. C'est en réalité, ce sont les mêmes galaxies de part et d'autre qui sont déviées. Et comment sait-on que ce sont les mêmes galaxies? Eh bien parce qu'on a analysé le spectre de ces deux arcs, hein, et on retrouve exactement le même spectre. Donc les résultats, les premiers résultats du James Webb, hein, certains tout du moins, sont cohérents avec les modèles que nous avions définis. Hein. On retrouve les premières galaxies et puis elles datent de 500 millions d'années après le Big Bang. Par contre, il y a énormément de surprises. Première surprise, vous avez ici une image en champ profond, hein, du James Webb, et regardez, ce qui a frappé la communauté des astronomes, hein, c'est le nombre de galaxies dans ce champ profond. On ne s'attendait pas à observer autant de galaxies sur chaque région céleste. Et on peut répéter l'opération de multiples fois, on retrouve avec le James Webb énormément de galaxies, plus de galaxies que ce que les modèles cosmologiques prévoyaient. Tous les points que vous observez, en réalité, sont des galaxies, hein, sauf ici les étoiles en premier plan. Et puis surtout, on va le voir, il y a des galaxies qui sont absolument qui ne collent pas avec le modèle cosmologique tel qu'il était prévu. En effet, regardez, le James Webb a observé ici ce qu'on a appelé 6 galaxies candidates. Pourquoi des galaxies candidates? Eh bien, parce qu'il faudra refaire une série d'observations, hein, pour être sûr que les galaxies sont bel et bien présentes. Et donc, on a analysé ces galaxies candidates et on s'est en fait aperçu que sur ces 6 galaxies candidates, nous avions une des galaxies qui était constituée très certainement de 100 milliards d'étoiles. Or, 100 milliards d'étoiles, c'est approximativement, souvenez-vous, le nombre d'étoiles dans notre galaxie, hein, constituant entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Mais la grande différence, c'est qu'il a fallu à notre galaxie, eh bien, 13,8 milliards d'années pour former toutes ces étoiles. Et il aurait suffi à cette galaxie, eh bien, uniquement 500 millions d'années pour former 100 milliards d'étoiles. Autrement dit, cette galaxie aurait fait autant que notre galaxie en 20 fois plus vite. Et ça, les modèles cosmologiques ne le prévoyaient pas. On ne s'attendait pas à retrouver des galaxies avec des centaines de milliards d'étoiles 500 millions d'années après le Big Bang. C'était impensable jusqu'aux observations du James Webb. Alors bien entendu, les chercheurs ont analysé le spectre de ces galaxies candidates. Et là, la surprise a été encore plus grande. En fait, on s'est aperçu qu'au niveau de ce spectre, hein, la température de la matière interstellaire, de la matière entre les étoiles, était beaucoup plus grande que ce que l'on voit classiquement autour des étoiles. Et on s'est également aperçu qu'il s'agit en réalité du même phénomène que pour un trou noir supermassif. Et donc il y a une hypothèse qui est en train d'émerger et qui est assez récente, hein, qui ne date que de quelques mois. Eh bien, vous vous souvenez, hein, on pensait au départ que le James Webb allait enfin nous permettre de découvrir des étoiles de population 3, ces étoiles qui auraient fait le pont, en fait, entre le fond diffus cosmologique et les premières galaxies. Et en fait, on est en train de se dire que ce ne sont certainement ni les étoiles, ni les galaxies,
ni les amas globulaires qui sont arrivés en premier dans l'univers, mais plutôt des trous noirs supermassifs. Et ça, c'est une véritable révolution si cela se confirme. On aurait enfin compris eh bien, comment se sont formées les premières étoiles, les premières galaxies dans l'univers. Alors je vous l'ai dit, ce sont des galaxies candidates et il faut ainsi que le James Webb observe à nouveau dans cette même région du ciel pour voir d'une part s'il retrouve ces galaxies candidates et si en analysant le spectre de ces galaxies candidates, on retrouve une température de matière interstellaire beaucoup plus grande que ce que l'on attendait. Autre surprise absolument incroyable avec le James Webb, la forme des galaxies. Là encore, on pensait que les galaxies spirales, notre galaxie est une galaxie spirale, la galaxie d'Andromède, l'une des galaxies la plus proche de nous, est une galaxie spirale. On pensait que les galaxies spirales étaient arrivées assez tard dans l'histoire de l'univers. Mais regardez, en fait, sur ces images, eh bien, on s'aperçoit qu'il existe des galaxies spirales assez tôt dans l'univers. Et là encore, on ne pensait pas que cela était possible et on s'aperçoit que les galaxies spirales ont en réalité été en place extrêmement tôt dans l'histoire de l'univers. Et enfin, autre découverte inattendue, on a en fait retrouvé une galaxie déjà morte 1,2 milliard d'années après le Big Bang et on a réussi à estimer la durée de vie de cette galaxie, et on a estimé cette durée de vie, même si cela demande confirmation, à environ 200 millions d'années. Et là, on ne comprend pas, ça ne colle pas avec les modèles cosmologiques, comment une galaxie ne peut avoir une durée de vie que de 200 millions d'années, sachant qu'une galaxie est constituée de dizaines, voire de centaines de milliards d'étoiles, et la durée de vie d'une étoile est de, alors certes, parfois centaines de millions d'années pour les étoiles les plus massives, mais pour les étoiles comme le Soleil, de dizaines de milliards d'années, et pour les étoiles plus petites, comme les naines rouges, de centaines de milliards d'années. Nous savons qu'il y avait une diversité d'étoiles au niveau de cette galaxie, et qu'elle n'a duré, qu'elle n'avait survécu que 200 millions d'années. Pour l'instant, la communauté scientifique a observé ce phénomène, mais n'arrive pas à comprendre pourquoi. Une des théories qui émerge, mais ça nous n'en sommes pas sûrs, c'est qu'il existerait ce qu'on commence à appeler des trous noirs tueurs, mais ce n'est pas encore un vocabulaire officiel. On cherche à comprendre pourquoi cette galaxie s'est retrouvée morte 200 millions d'années après sa naissance. Et en réalité, et ce sera ma conclusion, on se dirige peut-être vers une révolution cosmologique majeure. En effet, les meilleurs cosmologistes aujourd'hui nous expliquent que 90% des observations faites par le James Webb sur l'aube de l'univers ne collent pas avec les modèles cosmologiques. Donc là, vous avez deux possibilités. C'est de faire rentrer au chausse-pied les données du James Webb dans le modèle cosmologique, vous modifiez 2-3 paramètres et vous dites « Ah bah c'est bon, ça rentre, le modèle est correct ». C'est une possibilité. La deuxième possibilité sérieuse et qui pour l'instant suscite l'adhésion des meilleurs cosmologistes, eh bien c'est celle de dire que les modèles cosmologiques sont peut-être faux. Si vous n'avez pas très bien compris ce qu'était la matière noire, l'énergie noire, peut-être que ce n'est pas très grave, parce que peut-être que de toute façon, ce qu'on avait expliqué, ce n'était pas correct. Et on devrait, avec le James Webb, eh bien, en connaître beaucoup plus et peut-être refaire un modèle cosmologique qui collerait avec les observations du James Webb. Et c'est là où on se dit que le lancement parfait d'Ariane 5 a été en fait extrêmement important, car souvenez-vous, le James Webb n'était conçu que pour observer pendant 10 ans, alors qu'on va pouvoir normalement, si tout se passe bien, observer pendant un quart de siècle avec le James Webb. Et nous n'en sommes là qu'à peine 2 ans d'observation. Et en 2 ans d'observation, eh bien, on a remis en cause énormément de paramètres. On devrait, dans les années qui viennent, en savoir énormément plus sur ce que l'on appelle l'aube
de l'univers. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, merci beaucoup, Alain. Plaisir. Petite précision technique pour, si vous voulez poser des questions, donnez-moi simplement quelques petites secondes pour que je me dirige vers vous avec ce micro afin que les collègues qui sont à distance, là, qui sont assez nombreux à distance, puissent entendre vos questions et qu'on les entende aussi Tout à fait. après. Et si à distance, les collègues ont des questions, j'y réponds aussi avec plaisir. Bien sûr. Je m'adresse également à celles et ceux qui sont à distance. Vous pouvez poser des questions via le chat. Oui. Oui, monsieur a une question. Eh bien, je vais faire mon sport de la semaine en même temps. Très bien. Vous avez parlé de galaxie morte. C'est quoi une galaxie morte? Justement, qui n'émet plus de lumière et qui a perdu ses étoiles en fait. On a réussi à dater parce qu'on arrive à observer loin donc le redshift de cette galaxie, et on l'a pas retrouvé 200 millions plus tard. Donc on se demande ce qui s'est passé en fait. Savoir comment les trous noirs supermassifs expliquaient la multitude d'étoiles très tôt. Ah ben, les trous noirs supermassifs, en fait, ils auraient été tellement, il y aurait eu une énergie tellement considérable au niveau de ces trous noirs, en fait, qu'en en, se- en, en amassant encore de la matière, eh bien, il y aurait eu suffisamment de matière ensuite pour avoir la formation de ces galaxies, de ces étoiles. Donc c'est ce qui aurait donné, en fait, c'est ce qui aurait enlevé le gaz neutre du fond diffus cosmologique et ce qui aurait donné cette matière que nous ne trouvons pas dans le fond diffus cosmologique. Donc ce serait le pont entre ce fond diffus cosmologique et les premières galaxies, donc ces constituants de la matière qui auraient été apportés par le trou noir. Il y a un questionnement type œuf et poule. D'accord. Normalement, un trou noir, même supermassif, est issu d'étoiles. Donc Oui. là, le modèle est dans l'autre sens. Le modèle est dans l'autre sens. Comment on fait? Un trou noir, normalement, alors il y a plusieurs types de trous noirs, hein, mais vous avez des trous noirs supermassifs, en général, qui sont le résidu d'explosions d'étoiles supermassives. Nous, notre étoile, le Soleil, n'est pas suffisamment massif pour former à la toute fin de sa vie un trou noir supermassif, mais en effet, pour les étoiles plus massives, supérieures à 8 masses solaires, on a parfois la formation d'un trou noir supermassif, et on connaît en effet le sens aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que c'est l'explosion d'une étoile qui donne un trou noir supermassif. Et là, en fait, on essaie de trouver le sens inverse de cette possibilité. Alors, on n'a pas encore tous les paramètres, hein, mais ce qu'on voit, en fait, c'est que cette matière interstellaire au niveau de ces galaxies candidates, elle ressemble étrangement au trou noir supermassif. Donc, est-ce qu'il existe un chemin inverse? Ça, on ne sait pas encore. Deux questions Oui. connexes. La première, est-ce qu'il y a un programme qui a été lancé ou qui va être lancé prochainement et qui promet d'apporter peut-être une révolution comme l'a été le télescope James Webb dans les années à venir? Et l'autre question, est-ce que tout ce qui est en cours, donc les lancements de SpaceX pour la conquête Lune, Mars, etc., nous permettent d'espérer qu'il y ait des progrès, une meilleure compréhension de la cosmologie ou pas du tout? C'est un domaine complètement... Alors, tout d'abord, pour le James Webb, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous en doutez, hein, tous les laboratoires du monde entier demandent des temps d'observation du James Webb. Donc la NASA, bien sûr, donne ses priorités. Et puis, sont prioritaires également les laboratoires qui ont œuvré aux instruments, hein. Mais tous les laboratoires du monde entier demandent du temps d'observation avec le James Webb. Et vous avez un autre télescope qui a été envoyé dans l'espace assez récemment, hein, le télescope Euclide, qui lui va spécifiquement essayer de déterminer ces questions liées à la cosmologie. Donc on devrait avoir de meilleures réponses, hein, sur toutes ces questions cosmologiques avec le télescope spatial Euclide. Et concernant votre autre question sur les différentes missions,
En fait, je pense qu'il faut distinguer donc les missions qui sont liées à notre système solaire. Donc, il y a énormément de missions, hein, avec Artemis, par exemple, qui a pour objectif de renvoyer les hommes sur la Lune, mais vous avez aussi la mission JUICE qui devrait arriver vers le système jovien dans quelques années, Europa Clipper qui va être lancé. Donc, vous avez énormément de missions qui concernent notre système solaire. Et puis, d'autres missions spatiales comme Euclide ou le James Webb qui, là, concernent plus spécifiquement nos origines, en fait, et l'origine de l'univers. Oui? Il y a une question via le chat Eh ben, avec plaisir. que Théophile va afficher sur l'écran. Donc, dis-la nous, Théophile, vas-y. Certains instruments télescopes et pas forcément. Alors, pour l'instant, à ma connaissance, non. Les instruments fonctionnent extrêmement bien. Alors, je n'ai pas suivi les dernières informations sur les instruments, mais les instruments fonctionnent bien, les coronographes fonctionnent bien, les imageurs aussi, les spectromètres. En fait, ce qui pourrait provoquer une panne au niveau de ces instruments, hein, c'est qu'ils ne soient plus au froid. Donc, si le bouclier thermique fonctionnait moins bien, à un moment donné, les instruments fonctionneraient moins bien. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, les instruments fonctionnent très bien. Ah oui, c'est tout à fait, exactement. On ne peut pas effectuer de maintenance à 1,5 million de kilomètres de notre planète. Donc, si un jour des instruments ne fonctionnent plus, eh bien, ce sera terminé. On ne pourra plus le faire avec ces instruments. Alors, le successeur, c'est une très bonne question. Le successeur de James Webb n'est pas encore prévu. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais jusqu'au James Webb, les télescopes spatiaux portaient à chaque fois le nom d'un célèbre scientifique. Vous avez eu Hubble, souvenez-vous, hein, j'ai parlé un petit peu du télescope Spitzer, qui a été le premier à émettre l'idée d'envoyer un télescope spatial. Et est-ce que vous savez qui était James Webb? Eh bien, oui, ce n'était pas un scientifique, en fait, c'était l'ingénieur responsable des missions Apollo. Et ce n'était pas véritablement un scientifique comme l'ont été Hubble ou Spitzer. Et donc, c'est la première fois que la NASA, et ça a fait polémique d'ailleurs, hein, attribue à un instrument, à une mission spatiale, hein, le nom d'une personne qui n'est pas un astronome. Et donc, pour l'instant, il n'est pas envisagé d'avoir donc un télescope spatial qui observerait dans l'infrarouge, hein, ça très clairement. On commence à évoquer l'idée de fabriquer un télescope pour observer dans l'ultraviolet, mais on en est encore aux premières études, hein. On n'a pas de date de lancement prévue. Alors, vous avez certaines études, hein, qui l'envisagent, mais on est très loin d'une phase de lancement. Oui, donc vous disiez que les observations donc, ne rentrent pas dans le modèle cosmologique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc il va falloir en chercher un, et je pense qu'on le cherche. Oui. Mais est-ce que vous pensez que quand on l'aura trouvé, on aura enfin un modèle dans lequel la matière noire que l'on cherche depuis des lustres pour expliquer la stabilité de l'univers sera enfin résolue? C'est une très bonne question. En tout cas, celui qui trouve ce modèle a immédiatement le prix Nobel. Mais, mais c'est une excellente question. J'ai envie de vous répondre oui, mais en fait, voilà, pour l'instant, on n'a pas mieux que les modèles que l'on connaît aujourd'hui. Et vous avez les meilleurs cosmologistes qui cherchent de nouveaux modèles pour rendre compte des observations du James Webb. Mais en réalité, donc je vous ai donné 2-3 points avec les trous noirs, les galaxies candidates, les galaxies mortes, mais ce qui étonne, et je vous l'ai dit, hein, mais ce qui étonne aussi beaucoup les cosmologistes, c'est le nombre de galaxies que l'on observe à chaque cliché. On n'attendait pas autant de galaxies, et en fait, on se demande si les modèles qui concernent l'expansion de l'univers, hein, collent avec ce qu'on observe. Et ça, c'est aussi un véritable mystère, hein. On ne devrait pas, dans le modèle actuel que l'on connaît, observer autant de galaxies sur chaque image.
et dans toutes les directions. Je vous ai montré quelques directions, hein, dans toutes les directions. Et d'ailleurs, hein, je ne vous l'ai pas dit, après je réponds à votre question bien sûr, hein, mais le James Webb observe par un tout petit trou de serrure en fait. Il peut observer toutes les régions du ciel sur une année, mais à chaque observation, il observe par une toute petite fenêtre. Il observe en fait avec un angle de 3 minutes d'arc. Pour vous donner un exemple, hein, la Lune, c'est 30 minutes d'arc dans le ciel, un demi-degré. Le James Webb observe avec un angle de 3 minutes d'arc, hein, 10 fois plus faible. Donc on observe vraiment une toute petite région du ciel et il faut un temps de extrêmement long, hein, plus de 12 heures pour avoir ces images. Donc les images n'arrivent pas directement, elles sont traitées, informatisées, en plus, vous l'avez vu, en fausse couche. Mais en tout cas, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'une fois que ces images sont traitées dans toutes les directions, on observe plus de galaxies que ce qu'on attendait. Et ça, c'est un mystère aussi. Vous parliez de gaz neutre, qu'est-ce que c'est? Le gaz neutre, c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Voilà. Et en fait, nous, par exemple, je rebondis un tout petit peu sur votre question, on pourrait se demander, nous, sur Terre, pourquoi on trouve des atomes autres que l'hydrogène et l'hélium? Parce que le Soleil, c'est une énorme boucle de gaz donc, qui transforme pendant toute sa vie, encore pendant des milliards d'années, à très haute température, hein, de l'hydrogène en hélium. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Mais notre Soleil n'est pas suffisamment massif pour surmonter en fait la fusion de l'hélium et la fusion du carbone, hein. Donc on pourrait se demander comment tous les autres éléments, hein, tous les atomes que nous avons sur Terre sont apparus, parce que ce n'est pas notre Soleil qui les fabrique. Eh bien, en fait, c'est parce que nous sommes une étoile dite de seconde génération, hein, et qu'on a, dans notre système solaire, on n'a pas été très loin d'une explosion de supernova, qui a, elle, pu émettre tous les atomes que nous connaissons, hein, qui sont le tableau de Mendeleïev, et c'est pour cette raison qu'on les trouve sur Terre. Mais ce n'est pas le Soleil qui les fabrique, hein. Donc pour répondre à votre question, hein, c'est justement cette bascule entre le gaz neutre et les premières étoiles, les premières galaxies, et puis toute cette matière. C'est une vraie question, et on pensait jusqu'au lancement du James Webb que c'était des étoiles de population 3, un peu hybrides, qui auraient fait ce pont, et en fait on ne les retrouve pas. Et avec ce que le James Webb observe, si elles existaient, on les aurait trouvées très certainement. Oui, oui, ça corrèle aussi, oui, ça corrèle aussi. Alors, j'ai posé une question de quelqu'un qui n'est absolument pas scientifique, Non, mais au contraire de cette brillante assemblée. c'est vrai que les questions sont. Ah bah ça, je vous avais dit. Ah, bah, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Vous disiez tout à l'heure que certaines des informations restituées par James Webb remettent en question autour de 90% de certaines certitudes que nous avions jusque-là, enfin que les scientifiques avaient jusque-là. Est-ce que ce sont des changements de paradigme qui peuvent amener à des révolutions pour la suite des recherches, ou est-ce que ce sont des informations, je ne veux pas dire anecdotiques, non, certainement pas. Oui, tout à fait. Mais à quel niveau est-ce que ça peut révolutionner, pas au sens copernique du terme, scientifiquement ou philosophiquement, les connaissances jusqu'alors? Oui, bah, c'est une très bonne question, et c'est un petit peu ce que disait monsieur tout à l'heure. Est-ce qu'on va pouvoir créer un nouveau modèle et comprendre un petit peu ce qu'est l'énergie noire, ce qu'est la matière noire? Et pour l'instant, on ne sait pas où est la limite en fait entre le fait que notre modèle soit complètement faux, ou que en fait il soit plutôt pas mal, mais qu'il faille un petit peu le corriger parce que tout ne colle pas. On ne sait pas, et le James Webb n'observe que depuis 2 ans en fait, hein. On devrait en savoir plus, et on ne sait pas justement si on est vraiment à l'aube d'une véritable révolution. On ne le sait pas encore. C'est toute la beauté des missions spatiales, hein, et en particulier du James Webb, c'est qu'on apprend des choses qu'on n'attendait pas, et de même sur les exoplanètes, hein. Il y a quelques semaines, comme je vous ai dit, on a retrouvé une molécule qui n'est fabriquée sur Terre que par des phytoplanctons. Et là, vous vous en doutez, hein, tous les spécialistes d'exoplanètes cherchent à retrouver en fait cette molécule en laboratoire sur Terre pour voir si
on n'arrive pas à la retrouver. Pour l'instant, les biologistes n'y arrivent pas, hein. Donc sur Terre, en tout cas, c'est une molécule qui est uniquement fabriquée par du phytoplancton. Qu'est-ce qu'il y a? Issu de la vie, exactement, exactement. Exactement. Et bon, le James Webb observe 25% de son temps sur les planètes telluriques, les exoplanètes, et observe principalement, hein, par spectrométrie, donc analyse l'atmosphère des exoplanètes, et puis tente également, avec la méthode que je vous expliquais, hein, du transit secondaire, déterminer les températures de surface. Là, ce qui agite beaucoup la communauté scientifique en ce moment, hein, ce que je vous ai dit, c'est déterminer la température de surface de TRAPPIST 1e. Comme je vous ai dit, là, on a des valeurs, mais la NASA a mis ça sous embargo absolu. Donc, il n'y a aucune fuite, mais on devrait peut-être en savoir plus. Et alors, ensuite se posera la question, hein, si on a une planète qui est dans la zone habitable et qui a une atmosphère où de la vie est possible, je ne sais pas quelle sera l'étape suivante, mais ce serait vraiment intéressant. Ça peut exister que s'il y a de l'eau liquide. Bah non, en tout cas, le modèle de la vie, on n'en connaît qu'un. C'est le problème. Enfin, c'est le problème. On a un seul modèle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais un tout petit parallèle. Vous avez peut-être entendu parler de la mission Dragonfly. C'est une libellule, un drone qui a pour objectif de se poser sur Titan, le plus gros satellite de Saturne, dans une dizaine d'années. Et pourquoi est-ce intéressant? Et je rebondis sur votre question, parce qu'on pense que sur Titan, il y a un cycle, alors non pas d'eau, mais de méthane, voire peut-être d'éthane. Et donc, il y a peut-être sur Titan une forme de vie, mais qui n'apparaît pas dans les modèles de vie tels qu'on l'a défini. Et ça pourrait être très intéressant de voir s'il y a une forme de vie que nous ne connaissons pas. Et ça pourra réorienter la recherche sur la recherche de vie au niveau des exoplanètes. Parce que là, pour l'instant, on a un seul modèle. On est très contraint, en fait. Bonjour. Est-ce que Bonjour. vous savez nous expliquer pourquoi les très grosses étoiles, qu'on pourrait donc à s'attendre à ce qu'elles durent beaucoup plus longtemps, à l'inverse, durent très peu de temps et consomment tout leur Oui, parce qu'elle hydrogène très consomme rapidement? extrêmement vite, en fait. Donc, plus une étoile est grosse, plus sa durée de vie est faible. Et d'autre part, plus une étoile est grosse, hein, et vous le savez, et plus elle est chaude, plus elle tend vers le bleu. Les étoiles rouges dans le ciel, hein, ce sont les étoiles les plus froides. Les étoiles bleues, ce sont les étoiles les plus chaudes, hein. Et donc, plus une étoile est grosse, et bien plus ses réactions sont importantes, en fait, rapides, et plus elle va vite consommer son hydrogène. Et la grande différence entre une étoile massive et une étoile peu massive, hein, au début, il se passe exactement le même cycle, c'est de l'hydrogène qui est transformé en hélium. Mais une étoile massive va réussir à surmonter la fusion de l'hélium, la fusion du carbone, et va pouvoir aller jusqu'au fer. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez tous les atomes qui vont pouvoir se créer, hein, lors de l'explosion de la supernova, alors qu'une étoile moins massive, hein, inférieure à 8 masses solaires, ne va pas réussir à surmonter la fusion de l'hélium. Et ça devient une naine blanche avec ce qu'on appelle plutôt une nébuleuse planétaire. Et au centre de la nébuleuse planétaire, vous avez le cadavre de l'étoile, la naine blanche. Ou deux. C'est pas au niveau de la nébuleuse, c'est pas deux naines blanches, hein, c'est une naine blanche, donc le cadavre d'une étoile, et puis une étoile compagnon, mais qui, elle, continue à émettre de la lumière, hein, qui n'est pas morte. Et ça, on ne le savait pas non plus, hein. Alors, vous voyez, il y a trois grands types d'instruments au niveau du James Webb, hein. Vous avez donc les imageurs, les coronographes et puis les spectromètres. Et ce qui est le plus intéressant en astronomie, hein, c'est véritablement les spectromètres. Pourquoi? Eh bien parce que, vous le voyez, hein, aussi bien au niveau de l'analyse de l'atmosphère des exoplanètes que de l'analyse de la matière des galaxies, eh bien, on se sert de la spectrométrie. La spectrométrie, c'est l'analyse de la lumière et c'est véritablement les instruments les plus utiles pour cette mission-là. Alors, les imageurs ont aussi leur utilité, hein, et ça nous donne de très jolis clichés. Vous avez vu, les photos sont magnifiques, mais comparé à la puissance des spectromètres, très clairement, il y a une vraie différence.
Alors moi, je souhaiterais poser une question peut-être un peu plus d'ordre politique. Oui, Alors on se souvient, enfin pour ceux qui ont un certain âge, que les programmes spatiaux ont oui, donné à des guéguerres, enfin pas des guéguerres, des guerres politiques entre oui, différentes puissances au moment de la conquête oui, spatiale, au moment de la guerre froide, oui, etc. Alors j'ai bien compris que James Webb était le résultat d'un travail conjoint entre la NASA, l'Agence spatiale européenne, le Canada oui. également, mais pour autant, est-ce que ce type de programme donne encore lieu aujourd'hui à des guerres politiques, des concurrences Oui. politiques en tout cas? Alors, vous avez, comme je répondais un petit peu tout à l'heure à monsieur, je crois, tout ce qui est la recherche de l'aube de l'univers, c'est essentiellement, pour l'instant en tout cas, les Américains et dans une moindre mesure les Européens qui s'y intéressent. On se travaille en bonne intelligence, il n'y a pas de guerre déclarée. Par contre, pour tout ce qui concerne l'émission dans notre système solaire, même entre Européens et Américains, vous avez encore une vraie concurrence, hein, c'est une très bonne question. Alors, tout le monde veut retourner sur la Lune maintenant. Donc, les Américains ont un temps d'avance avec la mission Artemis, hein, qui devrait déposer les premiers hommes sur la Lune à l'horizon 2026. Mais les Chinois peuvent aussi réaliser cet exploit, hein. Les Européens ne le feront pas, mais pour d'autres missions dans notre système solaire, vous avez encore une concurrence entre les Européens et les Américains. Vous l'avez peut-être entendu, hein, l'année dernière, les Européens ont lancé la sonde spatiale JUICE à destination de Jupiter et puis des lunes principales de Jupiter, hein, Europe, Ganymède et Callisto. Et les Américains, en fait, ont décidé de faire leur programme pour lancer, et ce sera fait à l'octobre, en octobre, pour lancer donc une sonde spatiale à destination d'Europe. Et en fait, à un moment donné, on devait avoir 2 sondes qui allaient au même endroit. C'était un petit peu ridicule. Donc les Européens ont intelligemment réorienté leur projet pour observer plutôt Ganymède. Et donc les Américains vont observer Europe. Mais vous avez encore, donc dans toutes les missions qui concernent notre système solaire, la Lune et puis les planètes principales, il y a encore une vraie concurrence. Alors qui n'entraîne pas une possible guerre comme ça l'a été au moment des missions Apollo, mais il y a tout de même une vraie concurrence encore sur les missions spatiales. Il n'y a plus de questions? Bah, merci encore. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de votre présence. Eh bien, merci beaucoup. Merci à ceux qui étaient. Et merci à ceux qui étaient à distance. Oui.